Marc Lesguy est avec nous pour son livre « Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire » aux éditions du Rocher. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque il y a eu un événement climatique important et un événement météorologique il y a quelques jours, et au cœur des discussions, il y avait effectivement les débats scientifiques pour qualifier cet événement. Est-ce que vous diriez que c'est un événement météorologique ou est-ce que c'est un événement climatique ? Alors, bonjour Pascal. Il faut savoir que tous les événements météo s'inscrivent dans un contexte climatique. On a aujourd'hui un outil qui s'appelle les climaméteurs, qui permet de savoir, avec quelques jours de retard, on fait tourner des calculateurs, on sait si cet événement est dû à la variabilité météo, un truc qui arrive comme ça, un peu par hasard, ça fait partie de la variabilité météo, ou bien si cet événement est relié ou amplifié par le réchauffement climatique actuel. Voilà. Le verdict du climaméteur est tombé à la fin de la vague, il y a 4 ou 5 jours. Effectivement, cette canicule exceptionnelle par sa précocité et par son ampleur est aggravée, non pas causée, mais aggravée par le réchauffement climatique. La variabilité naturelle, elle peut avoir dedans. Voilà. Autrement dit, ce truc-là aurait une chance infinitésimale de se produire il y a encore une 50aine d'années, alors qu'aujourd'hui, on est certain que les conditions générales de l'atmosphère, la température des sols, la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, la température des océans, ont provoqué ce dôme de chaleur précoce en France. Et par exemple, en 1976, lorsqu'il y a eu cette sécheresse pendant une période très longue, qui avait commencé d'ailleurs fin mai, je crois, et qui était allée durant tout l'été 76, là, on était dans un événement de variabilité météorologique. Alors, si je vous disais oui ou non, je sortirais de mon domaine. Je ne sais pas, l'outil climaméteur que je viens de citer aujourd'hui, qui répertorie tous les événements un peu exceptionnels pour voir s'ils sont en lien ou pas avec le réchauffement, n'existait pas encore. Je pense que oui, mais n'ayant pas consulté les archives historiques, je ne me mettrai pas ma tête à couper. En revanche, la canicule de 2003, oui, les canicules plus récentes, certainement. Bon, c'est ça qui est intéressant avec la science, bien sûr, mais alors c'est très étonnant parce qu'elle n'a pas été contestée, me semble-t-il, la science, pendant des années. Et puis, arrive le Covid, et puis le vaccin. Et j'ai le sentiment que le vaccin a déclenché quelque chose. Est-ce que je me trompe ou pas ? Moi, je crois qu'il y a un mouvement qui date quand même depuis quelques décennies maintenant de mise en doute de la science, avec les progrès du complotisme. Prendre un exemple, un chercheur me disait l'autre jour, dans les années 70, on était en train de mettre au point des nouveaux OGM qui allaient révolutionner l'agriculture, ce qu'ils font d'ailleurs en dehors de la France. On mettait les premiers robots sur Mars. Aujourd'hui, on en est réduit sur les réseaux sociaux à expliquer que non, la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est sphérique. Autrement dit, la défiance vis-à-vis de la science est quelque chose qui a monté avec les réseaux sociaux, aggravé effectivement par la gestion de la crise du Covid. C'est vrai que les autorités scientifiques ont tâtonné, mais qui ne l'aurait pas fait dans ce contexte. Et de plus en plus, la parole de la science est contestée. Moi, je vois très bien, depuis que j'ai publié mon livre, où je ne cite vraiment que des études scientifiques internationales connues et reconnues sur les produits détox, sur l'utilité ou pas de manger bio. Je suis violemment contesté. Et quand je leur dis, vous savez, les études ne mentent pas. Elles sont publiées au niveau international, elles disent exactement ça. Les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les scientifiques sont achetés, etc. Ça m'intéresse. Oui. Quelle étude est contestée parmi ceux qui vous lisent ? Ou quelle donnée est contestée ? Quels sont ceux qui vous ont attaqué ? Je vais prendre un exemple simple. Le bio. Vous pouvez acheter bio, l'alimentation bio, pour tout un tas de bonnes raisons, excellentes raisons, et chacun achète ce qu'il veut. En revanche, vous avez une grande méta-analyse qui regroupe toutes les études faites sur un sujet, qui a été publiée l'an dernier en 2025 par une équipe gréco-anglaise et qui dit « Il n'y a aucun bénéfice pour la santé particulier à manger bio ». Versus manger pas bio. Voilà. C'est une étude qui a été publiée dans une revue anglo-saxonne, peer review, c'est-à-dire un comité de lecture qui fait autorité. Voilà. Quand vous dites cette étude dit ça, aussitôt les gens vous disent, des tas de gens, même des chercheurs, vous dites comment peut-on dire ça ? Il y a des tas de bénéfices à manger bio. Tel chercheur a déclaré, mais la déclaration d'un chercheur en elle-même ne vaut rien face à une méta-analyse qui a été publiée, qui a été critiquée, etc. et qui finalement a été reconnue. Alors on vous dit maintenant, mais les chercheurs sont achetés. Il nous faut une science indépendante. Or, il n'y a pas de science indépendante. Tous les chercheurs sont payés par quelqu'un. Ils ont tous des biais financiers, ils ont des biais idéologiques, évidemment, tous, chacun. Ce qu'on veut, c'est une science transparente
est contradictoire. C'est à partir de là qu'on peut faire des débats. Cette chimère de la science indépendante venue de nulle part n'existe pas. Et donc on conteste les vérités scientifiques de plus en plus évidentes. Vous illustrez la défiance qui existe parce qu'en plus parfois on nous a dit de prendre quelque chose et puis 6 mois, pas 6 mois après d'ailleurs, mais plusieurs années après, voilà, après plusieurs des années après, voilà, il y avait une contre-étude. Donc ceux qui vous écoutent en ce moment disent c'est autant une étude qui nous donne ce résultat, mais peut-être que dans 10 ans, avec d'autres informations et pourquoi pas l'intelligence artificielle, on s'apercevra qu'on s'est complètement trompé et que la science dans 10 ans dira le contraire de ce que dit la science d'aujourd'hui. En même temps. Voilà, peut-être. Peut-être, mais prenez les OGM par exemple. J'ai écrit tout un chapitre dessus. On n'en a pas en France. Rien n'est sur OGM en France. Alors que en Inde, dans toute l'Asie, dans tout le Nouveau Monde, on cultive soit en alimentation animale, soit en alimentation humaine, des OGM. Des millions de gens s'en nourrissent. Oui. On commence à avoir plus de 30 ans de recul. Il n'y a pas le moindre problème. Au contraire, vous avez l'état de vertu. Quand vous mettez un OGM, vous mettez moins de pesticides. Si on veut épandre moins de pesticides, on a intérêt à mettre plus d'OGM pour que, effectivement, on ait des champs avec une meilleure biodiversité. Et on ne reviendra jamais là-dessus. Voilà. Je pense qu'en France, on a un esprit un peu complotiste qui fait que dans certains domaines, on est en retard. Partout. Je pense que c'est pas qu'en France. J'ai le sentiment qu'il existe avec les réseaux sociaux et que les gens se nourrissent de leurs opinions parfois et puis veulent vérifier leurs opinions. Marc Lesguy est avec nous pour son livre « Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire ». Alors, toutes les vérités peut-être, mais vous, quand vous prenez la parole, par exemple, sur les réseaux sociaux, que vous parlez des chats et que vous dites qu'il serait intéressant que les chats portent un collier pour protéger les oiseaux, oui. Mais vous déclenchez... Il dit que c'est une catastrophe écologique, c'est ça qui a déclenché... Les chats ne sont pas le seul facteur du déclin des oiseaux qu'on observe et qui est mesurable et qui est mesuré, voilà. Mais nos chats, qui sont des millions en France, tuent chaque année entre 60 à 100 millions d'oiseaux. Alors qu'une mesure très simple, équiper chaque chat d'un petit collier avec une clochette qui les permet de signaler son approche aux oiseaux permettrait de réduire cette prédation. Voilà. C'est pas une mesure anti-chat révolutionnaire que de leur mettre une clochette. Mais effectivement, les propriétaires de chats ne supportent pas qu'on dise que les 16 millions de chats en France posent un problème écologique. Sont une des causes, je précise bien, une des causes du déclin des oiseaux. Mais alors, ça s'est traduit comment ? Vous êtes fait insulter ? Alors oui, bien sûr. Voilà, on me dit mais c'est honteux, c'est l'homme. Oui, effectivement, c'est l'homme. C'est bien l'homme qui a des chats domestiques. Hein, voilà. C'est l'homme. Ce sont, je sais pas moi, les pesticides qui font qu'il y a moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux. C'est une des causes. Mais là, vous êtes vrai, sûr mais ça de votre n'exonère pas pour chiffre, autant. par exemple, vous êtes sûr de votre chiffre ? Bien sûr. Les chats tuent entre 60 et 100 millions d'oiseaux par an. C'est facile, hein. Vous avez en France 16 millions de chats domestiques. Oui, mais ils ne sont pas tous dans la nature. Sans compter. Alors effectivement, les chats sont pas tous. Qui sont à la maison. Vous avez beaucoup de chats. C'est quand même le principe d'avoir un chat dans la nature. Les chats, même pardonnez-moi, il passe sa journée dehors. Et il ramène plein d'oiseaux. Lorsque vous avez une maison, mais à Paris. Les oiseaux qui ramènent. Alors, les chats d'appartement. Les chats d'appartement. Oui, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Il y a des chats hors de Paris, etc. Vous savez, Paris, c'est pas toute la France. Vous pensez qu'il y a plus de chats en maison que de chats en appartement ? Oui. Mac va répondre à la question. Je n'ai pas le décompte, mais enfin, sur 90% du territoire, vous avez quand même des chats qui ont accès à des jardins. Un chat, ça va tuer, bon an, mal an, une dizaine ou une vingtaine d'oiseaux selon son âge, sa corpulence et son agilité. Et, ça les ramène à la maison. Et les oiseaux, ça les ramène parfois à la maison, mais pas tous. Mon chat, il ramenait. Vous avez eu un chat ? C'est pas mon chat, mais le chat de ma compagne et le chat de ma mère, ils ramenaient les oiseaux, c'est horrible. Vous voyez, c'est un peu la preuve par l'exemple. Voilà. Ça leur plaît de ramener ce qu'ils ont chassé. Oui. Et moi, ça me plaît pas du tout. Je trouve ça. Enfin bref. Et votre mère a toujours un chat ? Ma mère a toujours un chat. Je crois que son chat n'est plus. Je crois que son chat. Mais ma mère, attention. Souvenez-vous l'affaire du train. C'est ma mère qui m'alerte. Elle dit, le petit chat, si ça avait été le mien, je ne partais pas. Le chat qui était sous le TGV. C'était ma mère qui m'avait appelé à 7h30 du matin et j'avais ouvert l'émission avec ça. Si ma mère pense comme ça, plein de gens pensent de la même manière. Attendez, ça la faisait pas rire. Je me souviens de Benjamin Castaldi qui avait dit chez Cyril Hanouna qu'il fallait démarrer le train. Oui. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ? Et il s'était pris une vague d'insultes. Mais à juste titre, on démarre pas un train avec un petit chat dessous, mais vous rigolez ou quoi ?
il avait le droit de donner son point de vue sans se faire insulter. Les propriétaires de chats sont très agressifs quand même. Mac s'est fait attaquer, il a rien droit de dire sur les chats. Mais on ne tue pas un petit chat, pardonnez-moi, un chat il fait partie de la famille. Il avait pas dit qu'il fallait tuer le chat, il avait dit que... Par contre, on peut leur mettre des colliers. Les colliers, oui, un petit, voilà, mais c'est bon. Mesure de bon sens. Bon, alors il y a des choses légères, par exemple, vous dites les études convergent, une alimentation pimentée n'accroît pas la production d'acide gastrique, ne favorise pas les ulcères et n'aggrave pas ceux qui existent déjà. L'idée que le piment ronge l'estomac est donc un mythe persistant mais scientifiquement infondé. Exactement. Ça, d'innombrables études l'ont fait. En fait, la molécule du piment, qui s'appelle la capsaïcine, a exactement le même effet sur nos récepteurs gustatifs que la chaleur, d'où la sensation de brûlure. Et c'est d'ailleurs la découverte de ce mécanisme qui a valu un prix Nobel il y a 2 ans, un chercheur, David Julius, qui a découvert quel était le récepteur à la chaleur. Mais hormis ça, dès que vous n'avez plus de bourgeons gustatifs qui vont réagir à la capsaïcine, à cette molécule, la capsaïcine n'a aucun effet sur votre tube digestif. Donc vous pouvez vous bourrer de piment, vous pouvez avoir la bouche en feu. Voilà. Et d'ailleurs, que si vous mangez beaucoup de piment, il n'y a pas que la bouche. Quand ça va ressortir de l'autre côté, vous aurez le reste. Je ne vous fais pas de dessin. Mais sur le reste du tube digestif, l'estomac, l'intestin, l'œsophage, vous n'avez absolument aucun effet. C'est-à-dire que ça sort, c'est du feu, quoi. Pardon. C'est un pot d'échappement. Faites le test, procurez-vous. Vous savez on gradue les piments selon leur intensité. Sur une échelle très sérieuse, ça s'appelle l'échelle de Scoville. Le piment le plus fort du monde s'appelle le Nagia Jolokia, je l'ai testé et j'en garde un souvenir très cuisant. Voilà, l'effet dure 12 heures effectivement, à l'entrée comme à la sortie. Oui, on s'en passe. Le café empêche de dormir. Alors oui, le café empêche de dormir, mais j'ai parlé du café parce qu'il y a une étude très amusante qui est sortie qui montre que une corrélation n'est pas une causalité. On a trouvé il y a quelques années dans une étude faite ailleurs que chez nous que les gros buveurs de café avaient beaucoup plus de problèmes psychiques que les autres. Donc la presse s'est emballée en disant le café cause des problèmes psychiques. Autrement dit, si on boit trop de café, ça rend fou. En fait, il s'est trouvé que c'était une corrélation, c'est-à-dire que dans cette population qui avait des problèmes psychiques, les gens buvaient beaucoup de café. Mais corrélation n'est pas raison. Ce n'est pas parce qu'ils buvaient beaucoup de café qu'ils avaient des problèmes psychiques. Bien sûr. Et bien souvent, quand on fait des études de ce genre, les médias se précipitent sur la conclusion en disant telle chose cause telle chose, alors qu'en fait, ce sont d'autres facteurs. Corrélation n'est pas raison, et l'exemple du café qui rend fou en est un bon exemple. On peut boire tout le café qu'on veut, ça ne cause pas de problème psychique. Mais ça empêche de dormir. Mac Lesguy, toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Alors bon, vous effectivement, vous êtes très identifié sur la science depuis tant d'années chez nos amis d'M6. On me rapporte que les émissions scientifiques sont aujourd'hui celles qui marchent quasiment le mieux sur YouTube. Qu'il y a une appétence très forte. Même dans les écoles, très forte pour ce domaine, que les gens vraiment ont envie d'apprendre, ce qui est plutôt positif. Alors je ne sais pas quelle était votre formation, si vous êtes au départ un scientifique, si vous avez fait une école scientifique ou si tout cela est venu par hasard. Je suis ingénieur agronome, voilà, diplômé de AgroParisTech, une grande école d'agronomie. Donc oui, j'ai une formation scientifique de base. Et d'ailleurs, vous dites que les émissions sur YouTube marchent très bien. Elles marchent aussi très bien puisque GameM6, on tourne entre 1,5 million à 2 millions de spectateurs tous les dimanches soirs, depuis 35 ans. C'est beau. Donc ça marche toujours bien. Vous êtes une des plus anciennes émissions de la télévision, en tout cas de la grille M6. Oui, à Turbo de l'ami Dominique Chapat est à 5 ans de plus que moi, mais après c'est moi effectivement. Puis après vous avez Capital, les zones interdites si ma mémoire est bonne. Et on vient de lancer une chaîne M6 sur YouTube avec M6 qui marche bien. Voilà, ça démarre, ça a quelques mois. Oui, parce que le public est curieux de comprendre notre environnement, notre quotidien, et de savoir vraiment comment la science l'explique et ce que la science en dit. Ce qui va très souvent à rebours de beaucoup d'idées reçues, de croyances qu'on a tous, de préjugés, que la science confirme quelquefois, mais infirme la plupart du temps.